Quand ces soldats allemands, les bras levés, ayant déposé leurs armes, protégés par un drap blanc qui signifiait leur capitulation, un de mes compagnons de combat, il a dit aux soldats allemands « Ich bin Jude ». Et chacun des membres de la compagnie Marc Garneau a fait comme eux, il a dit « Ich bin Jude ». Et ce soldat a tout de suite répondu en lâchant tout ce qu'il avait dans la main « Unmöglich, impossible ». Lucien Lazare, vous êtes historien, vous êtes spécialiste des Justes de France, mais vous avez une longue carrière d'éducateur, d'enseignant. Et je voudrais revenir avec vous, dans un premier temps, sur votre passé de résistant. Vous êtes l'un des derniers résistants en France qui vivaient en Israël. Et je voudrais que vous nous racontiez comment vous êtes entré dans la résistance. Vous êtes assez jeune et vous décidez de prendre les armes. Mais bien avant de prendre les armes, je suis entré dans la résistance grâce au mouvement des éclaireurs israélites de France, dont je suis devenu membre quand j'étais un juif réfugié d'Alsace à Lyon. J'ai recherché à ce moment-là une maison dans laquelle je pourrais me retrouver avec quelques droits. Et ça a été le Bet HaKnesset, la synagogue. Et il s'est déroulé là-bas, pendant les jours de semaine, des activités qui étaient animées par un chef. Il s'appelait Claude Gutmann. Il m'a formé comme et membre de la hiérarchie des EIF. Je me suis trouvé chef de patrouille au bout d'un an. Et c'était déjà l'année 1941, et en 42, en été 42, il y a eu les premières rafles, des rafles massives de juifs étrangers, et j'ai reçu des ordres en tant qu'éclaireur. J'ai accompli simplement mon devoir d'éclaireur. Et il s'est trouvé que c'était de la résistance parce qu'il s'agissait d'une activité clandestine, il s'agissait de soustraire des familles si possible, mais en tout cas, surtout des enfants et des jeunes, aux arrestations et trouver pour eux des cachettes qui les protègent contre le risque d'arrestation. Ça a été la résistance non violente. Quand je suis devenu l'historien de la résistance, bien plus tard, ici en Israël, j'ai consulté tout ce qu'on pouvait trouver comme source sur ce qui s'était passé et auquel j'avais participé. Et j'ai appelé ça la résistance non violente. Et c'est devenu une rubrique de la recherche historique. C'est seulement au mois de mai 1944 que j'ai reçu en tant qu'éclaireur le mot d'ordre du commissaire général des éclaireurs israélites de France, qui s'appelait Robert Gamzon, et qui a donné au cadre masculin du mouvement de mon âge l'ordre de passer dans la résistance armée, si possible dans la compagnie qui avait été créée par lui-même et dont il était le chef. C'était le lieutenant Lagnès. Son nom, c'était son nom de guerre, son faux nom. Et j'ai pu rejoindre dans le département du Tarn. J'ai rejoint la résistance armée, j'ai reçu une formation militaire, on m'a appris à tirer, et c'est ainsi que je suis devenu un résistant armé. Dans vos mémoires, vous écrivez que vous êtes passé de juif clandestin désarmé à franc-tireur libre et armé. C'est un moment charnière dans votre vie. Ah, parfaitement, oui. J'ai déchiré à ce moment-là mes faux papiers,
j'avais pas du tout la vocation de devenir un historien, et ces faux papiers m'auraient servi en vérité de document utile pour écrire l'histoire. Je les ai déchirés parce que je me croyais déjà en France libre. Et vraiment, c'est ainsi que les choses se sont passées. Je ne me suis pas trompé, je me trouvais en France libre. Le secteur du Tarn dans lequel nous avons exercé nos activités, c'était les monts du Cidobre. C'était déjà un morceau de France libéré. Alors vous participez à des actions armées, notamment l'attaque d'un train, où vous faites prisonnier plus d'une centaine, je crois, de prisonniers allemands. Les premiers prisonniers allemands, ils étaient au nombre de 70. Ils étaient à bord de ce fameux train dont nous avons arrêté le parcours entre Mazamet et Castres. La garnison qui était à bord de ce train qui comportait un matériel militaire considérable, qui a été une prise fabuleuse pour la résistance française, bien entendu. Nous avons donc ensuite réussi à faire prisonnier toute la garnison allemande de la ville de Castres. Il s'agissait là de plusieurs milliers de soldats allemands et de tout leur équipement, mais aucun d'entre eux n'a été traité autrement que selon les lois de la guerre, c'est-à-dire qu'aucun n'a été molesté physiquement. Je ne parle pas du molestage, de la molestation, si le mot existe, morale et éventuellement spirituelle, mais aucun n'a été molesté corporellement ou physiquement. On a obéi aux lois de la guerre comme si nous étions des soldats de l'armée régulière. Tout terroriste, soyons-nous, selon la presse de Vichy. Alors là, il se passe quelque chose quand vous êtes face à ces soldats allemands. Alors, quand ces soldats allemands, les bras levés et ayant déposé leurs armes, protégés par un drap blanc qui signifiait leur capitulation, eh bien, l'un des membres de la compagnie Marcaglo, un de mes compagnons de combat, a dit, il savait l'allemand, il a dit aux soldats allemands « Ich bin Jude ». Et chacun des membres de la compagnie Marcaglo a fait comme eux, il a dit « Ich bin Jude ». Et ce soldat a tout de suite répondu en lâchant tout ce qu'il avait dans la main « Unmöglich, impossible ». Et il s'est mis à trembler de peur. Il pensait qu'on allait les exécuter comme lui, eux l'auraient fait si nous avions été faits prisonniers. Ça ne s'est pas produit. Et c'est ce qui a en fait guidé ma vocation d'historien et fait qu'en sorte je suis devenu l'historien d'une résistance qui s'occupe des rescapés et surtout de la descendance de ces rescapés de la Shoah qui ont fait de leur vie une hymne à la vie. C'est ça qui également a fait de moi un militant pour transformer, ou disons, donner à la mémoire de la Shoah non seulement la dimension du souvenir des morts et de l'hommage rendu aux morts, mais aussi un hymne à la vie pour les rescapés et pour leur descendance. Après 4 ans de clandestinité et de lutte contre l'occupant nazi, la fin de la guerre arrive, mais vous continuez de combattre. Vous poursuivez les combats jusqu'en Allemagne. Nous avons rejoint la première armée, l'armée de Lattre de Tassigny, qui avait débarqué sur la côte méditerranéenne et qui avait poursuivi les Allemands jusqu'à la libération du territoire dans la ville de Dijon. Et c'est là que nous avons signé un engagement pour la durée de la guerre et nous sommes devenus des soldats de l'armée régulière française qui libérait le territoire français. Et qui ensuite a été une armée d'occupation en Allemagne. Et pendant plusieurs mois, j'étais donc un soldat d'occupation en Allemagne, dans la ville de Constance, sur le lac de Constance. Il faudrait le prononcer en allemand, c'est Konstanz,
am Bodensee, sur le lac de Constance. Et jusqu'à ma libération, en tant qu'étudiant, j'avais pris une inscription à la faculté des lettres de Lyon et j'étais libéré un peu plus vite que mes compagnons qui n'avaient pas de telle inscription. Alors après-guerre, vous décidez de reprendre vos études, vous allez devenir éducateur, directeur d'école, vous avez été un moment en Belgique, et puis à Strasbourg, vous allez devenir l'animateur de la jeunesse, directeur de la communauté, de nombreuses responsabilités pendant 20 ans, presque 20 ans vous êtes à Strasbourg. Vous faites partie de ces jeunes qui, après-guerre, sont les artisans de la reconstruction du judaïsme après-guerre. Est-ce que vous en êtes conscient à ce moment-là du rôle que vous avez au sein de la communauté? J'ai été j'ai été guidé par des maîtres tels qu'André Neher, tels que le rabbin Chili, qui ont œuvré de manière consciente et organisée et systématique à la renaissance d'un judaïsme vécu pleinement en France. Et j'ai fait partie de ces équipes dans la remorque donc des maîtres que je viens de citer et quelques autres encore. Et je crois que ce travail m'a procuré beaucoup de satisfaction et m'a permis de me trouver assez mûr pour me retirer ensuite et quitter la France et gagner l'État d'Israël, comme c'était le rêve de celle qui était devenue mon épouse, de Janine Nehemdinger, et qui est devenue Janine Lazare, Zichona Livracha, et mes 4 enfants qui eux aussi voulaient faire leur aliyah. Après-guerre, certains dirigeants EI ont fait leur aliyah. Robert Samson, Chameau plus tard. Vous-même, vous décidez de rester en France et plutôt, vous nous avez dit, vous êtes un patriote français. Qu'est-ce qui fait qu'en 68, vous décidez de faire le pas, et vous êtes encore jeune, vous avez une quarantaine d'années, de venir vous installer en Israël? Vous allez être étonné par la réponse que je vais vous faire. Je suis resté un patriote français et je suis devenu un patriote israélien. Et les deux ne sont pas du tout contradictoires pour moi. Et j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir devenir directeur d'un lycée israélien, qui était le lycée René Cassin, où le français occupait la langue française occupait une place particulière, puisqu'elle était une langue étrangère obligatoire, en plus de l'anglais, langue étrangère obligatoire également. Et j'ai eu beaucoup de satisfaction à pouvoir exercer ma vocation d'enseignant qui n'enseigne pas seulement une discipline scientifique ou linguistique, mais est également formateur de jeunes qui doivent devenir des adultes conscients et utiles pour la société. Ceci a été aussi un privilège pour moi. C'est par la suite que, une fois la retraite d'enseignant acquise, j'ai pu consacrer mon activité à la recherche historique. Alors en 1973, c'est la guerre de Kippour. Vous dites que vous êtes antimilitariste et vous ne cachez pas votre pacifisme. Comment vous vivez la guerre de Kippour quelques années après votre aliyah, alors que vous avez 2 fils sous les drapeaux? J'étais pas du tout mobilisé pendant la guerre de Kippour. J'étais déjà réserviste, mais un réserviste âgé, et je n'ai donc pas été mobilisé. Mais effectivement, nous sommes devenus, Janine et moi, membres d'une société qui a dû faire beaucoup la guerre, mais qui savait que la guerre était l'activité humaine la plus répréhensible, et que par conséquent, il faut consacrer tous ses efforts à la paix. Et je suis resté aujourd'hui un partisan de la paix entre l'État d'Israël et la Palestine, parce que je pense que le prix à payer pour la guerre est bien supérieur au prix à payer pour la paix, parce qu'il faut payer un prix pour la paix. Quand on signe un accord
avec un rival, donc avec un ennemi. Et on n'a pas besoin de signer des accords avec d'autres qu'avec les ennemis. Ça signifie qu'on fait des concessions. Et les concessions qu'il faut faire ici, il s'agit de concessions territoriales. Et ça coûte beaucoup moins cher que ne coûtent les guerres successives qui, sans arrêt, marquent le destin contemporain de l'État d'Israël. Vous avez beaucoup parlé, rendu hommage aux Justes de France. C'est vous qui, à Yad Vashem, et par la publication du dictionnaire des Justes de France, rendez hommage à ces gens qui ont risqué leur vie pour cacher des enfants juifs. Vous êtes la personne qui connaissait le mieux ces Justes. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, après avoir passé tellement de temps à étudier le sujet, comment ces Justes, comment cette France qui est occupée et qui en grande partie collabore, comment il y a tellement de gens en France qui se lèvent face à l'ennemi pour cacher des Juifs? La France était composée d'une population qui, à partir depuis la Révolution française et surtout depuis le Code civil, que la population française a été la détentrice d'un patrimoine spirituel et socio-économique, laïque, qui est favorable au progrès de l'humanité et la non-violence. La mémoire de la Shoah, ça doit être l'honneur et l'hommage rendu aux victimes, mais bien sûr la célébration de ceux qui ont su épargner les Juifs d'arrestation et de déportation. C'est-à-dire non seulement les justes, mais les Français qui, d'une manière ou d'une autre, quelquefois en ne faisant rien précisément, a su protéger une grande partie de la population juive de France de l'arrestation et de la déportation. Vous évoquiez dans un de vos textes l'art de survivre incomparable du peuple juif. Le peuple juif a survécu... survécu à d'innombrables crises qui se sont déroulées au cours de son histoire dans les différentes diasporas. Le peuple juif a vécu dans les Tfoutsot depuis l'époque de la Mishnah jusqu'au mouvement sioniste, jusqu'à la renaissance de l'État d'Israël, c'est-à-dire pendant presque 2 millénaires. La diaspora n'a pas signifié la mort et la disparition du peuple juif. Le peuple juif était en danger de disparition, mais il a survécu, et c'est donc ce que j'appelle l'art de survivre. Le peuple juif reste celui qui détient et pratique l'art de survivre. Quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour vous, que vous voulez transmettre à vos descendants, mais aussi à vos lecteurs, à vos auditeurs? Elles peuvent se résumer en un mot, mais je la résume plutôt en quelques mots supplémentaires. Le mot en question, c'est l'amour. Il est écrit dans la Torah, Va'afta et reyacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais les mots que j'ajoute, c'est chasser la haine. Il faut supprimer la haine, c'est ça la valeur nécessaire pour arriver en sorte que la société devienne une société d'amour du prochain. Vous êtes optimiste? Oui, j'ai toutes les raisons de l'être. Toutes les raisons de l'être avec ce que j'ai vécu. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.